Bonjour à tous, bonjour Gabriel Attal. Bonjour. L'heure n'est pas au relâchement, a prévenu hier Olivier Véran. Alors ça, on l'a bien compris, mais il y a une question que tous les Français se posent parce que vous n'avez pas au gouvernement donné d'horizon. C'est jusqu'à quand le couvre-feu national à 18h sera-t-il maintenu ? Ce qu'on a vu, c'est que le couvre-feu à 18h avait permis de stabiliser la situation sanitaire, de contenir l'épidémie qui aujourd'hui sur un plateau très légèrement descendant ces derniers jours, mais la situation reste fragile et elle peut repartir à tout moment. Donc à ce stade, il est important que non seulement le couvre-feu reste en place, mais qu'il continue à être respecté par les Français. Combien de contrôles, combien de verbalisations pour l'instant ? Alors on fait le bilan chaque semaine. La semaine dernière, il y a eu un peu plus de 420 000 contrôles sur les personnes, 10 000 sur des établissements. Et il y a eu, je crois, autour de 50 000 verbalisations, c'est-à-dire une augmentation de 11% par rapport à la semaine précédente. Donc, mais quand est prévu le prochain point d'étape pour voir justement si ce couvre-feu il est efficace, si on peut l'alléger ou si au contraire il faut le maintenir ? Les points d'étape, on en fait toutes les semaines. On se réunit autour du président de la République, du Premier ministre, en Conseil de défense et de sécurité nationale, toutes les semaines pour constater la situation. Évidemment, notre souhait, notre objectif à tous, c'est que on assiste à une décrue de l'épidémie. À ce stade, elle n'est pas là, en tout cas elle n'est pas massive, et donc il faut continuer à se mobiliser. On attend tous que les restrictions puissent être allégées, puis qu'elles puissent être levées. On se mobilise tous avec les gestes barrières et le respect des règles. Il y a la vaccination qui continue à se déployer. On vaccine de plus en plus massivement. Je sais que c'est difficile et que sans doute beaucoup de personnes qui nous écoutent attendent encore d'avoir un rendez-vous. Mais avec cette conjonction de facteurs, on peut espérer que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on puisse commencer à alléger les restrictions. Mais on a l'impression, comme on est dans un entre-deux, finalement, que c'est sans fin. C'est pas sans fin, ce couvre-feu. Mais évidemment que non, il y aura une fin à cette épidémie. Encore une fois, parce que la vaccination, c'est quand même un outil majeur pour la gestion de cette crise et probablement pour la fin de cette épidémie. Autre point qui concerne la vie quotidienne de milliers de Français qui ont des enfants, notamment. Olivier Véran a annoncé le passage de 7 à 10 jours de la période d'isolement pour les personnes positives au Covid-19. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que pour les classes qui sont fermées, actuellement 7 jours quand il y a 3 cas, elles seront désormais fermées 10 jours. Alors, le protocole sanitaire va être, dans les établissements scolaires, va être adapté à la lumière de cette recommandation. Ce sera précisé dans les tout prochains jours, mais vous avez vu qu'il a déjà été adapté ces dernières semaines, notamment en raison de l'arrivée des variants, avec notamment un traçage des contacts, une recherche des cas contacts dès le premier cas, avec une aération des classes qui doit se faire entre chaque cours, avec une distance qui a été encore élargie dans les cantines scolaires, puisque maintenant, il faut non plus 1 mètre, mais 2 mètres entre les groupes d'élèves. Donc, on adapte en permanence nos règles et nos protocoles à la situation sanitaire pour protéger les Français de manière générale, les enfants en particulier, s'agissant des écoles. Et dans les prochains jours, il y aura des précisions sur le protocole sanitaire. Plusieurs membres du Conseil scientifique, dont Jean-François Delfraissy, appellent à l'autoconfinement des personnes âgées. Est-ce que le gouvernement est pour ou contre cette mesure ? D'abord, c'est important que le débat se tienne. Et il y a effectivement quelques membres du Conseil scientifique qui ont publié, je crois, dans Lancet, une revue médicale bien connue, cette proposition. Il faut voir à quoi cela correspond. Moi, je vous le dis, je connais beaucoup de personnes âgées, j'échange beaucoup avec elles. Je crois que ce sont déjà les personnes qui sont les plus confinées. Elles ont réduit leurs interactions. Pour la plupart d'entre elles, elles n'ont parfois pas vu leurs enfants, leurs petits-enfants depuis 1 an. Donc il faut voir ce qu'est une étape supplémentaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on ne peut plus sortir faire ses courses. Il y a des personnes âgées qui vivent seules, qui ont besoin d'aller les faire. Qu'on ne peut plus recevoir une aide à domicile quand on est une personne dépendante. Donc vous dites ça semble non. très compliqué. Ce que je dis, c'est qu'il faut voir à quoi cela correspond et si c'est efficace. À ce stade, moi je fais confiance à ce que dit mon collègue ministre de la Santé, Olivier Véran. Il l'a redit hier. Il n'y a pas eu d'efficacité prouvée d'une telle mesure. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait des pays dans le monde qui ne confinent qu'une génération et pas les autres. Mais encore une fois, nous, on cherche toujours de manière pragmatique les mesures qui sont les plus efficaces et qui permettent d'avoir le moins d'impact sur le quotidien des Français d'une manière générale. Le président de la Sorbonne souhaiterait que la jauge pour les facs, pour les étudiants présents en même temps dans la fac, soit portée à 50%, elle est de 20% actuellement. Est-ce que vous êtes prêt à faire évoluer cette jauge ? D'abord, moi, j'entends les demandes qui sont faites. Les étudiants ont envie, pour la majorité d'entre eux, de pouvoir revenir physiquement à l'université. Et les présidents d'université, les enseignants, évidemment, ont envie d'accueillir leurs étudiants. Il y a une décision forte qui a été prise par le président de la République, parce que beaucoup d'étudiants sont en détresse et ont besoin de revenir physiquement à l'université. C'est de leur donner la possibilité, comme les salariés qui sont à 100% en télétravail, de revenir 1 jour par semaine à l'université avec une jauge de 20%. Il faut déjà que cette mesure-là puisse s'appliquer partout. C'est en cours. La majorité des universités proposent maintenant aux étudiants de revenir. Je crois qu'il y a autour de 60% des étudiants qui ont demandé à revenir à l'université. Évidemment, si la situation sanitaire le permet, reste stable, continue à décliner, on regardera toujours ce qu'il est possible de faire sans prendre de risques sur le volet sanitaire pour permettre aux étudiants de revenir à l'université.
Alors, en parlant d'université, vous me voyez sans doute venir. Vous avez recadré la ministre de l'Enseignement supérieur mercredi, Frédérique Vidal, qui avait demandé au CNRS une enquête, je cite, sur l'islamo-gauchisme au sein de l'université. Au final, est-ce que cette enquête est abandonnée ou est-ce qu'elle aura bien lieu ? D'abord, je crois qu'il s'agit d'une étude pour faire un bilan sur les recherches qui sont menées en France. L'important, c'est que pour le gouvernement, y compris pour Frédérique Vidal, elle le dit elle-même, la priorité aujourd'hui, c'est la gestion de l'université, le soutien aux étudiants pendant la crise sanitaire. Elle était interrogée cette étude aura lieu. Elle était interrogée dans une émission de télévision. Elle répond à une question qui lui est posée par le journaliste, mais je veux dire, elle était dans cette émission pour parler de la situation des étudiants et des universités. Et je l'ai dit, je le redis, le président de la République est attaché à l'indépendance des enseignants-chercheurs. C'est un principe fondamental des lois de la République. Il peut y avoir des situations qui posent question dans les universités. À ce moment-là, il faut évidemment y répondre, mais je le redis, la priorité, c'est le soutien aux étudiants dans la crise et la gestion des universités. Frédérique Vidal a toujours la confiance du président et du Premier ministre ? Évidemment, elle est pleinement à sa tâche. Et vous savez, moi, je travaille avec elle depuis 2017. J'étais député et j'étais rapporteur de la loi sur les universités. Ensuite, en tant que secrétaire d'État à la jeunesse, j'ai travaillé avec elle. Elle connaît parfaitement l'université, elle connaît parfaitement la situation des enseignants-chercheurs, la situation des étudiants, et elle se démène pour leur permettre de traverser cette crise dans les conditions les moins difficiles possibles. 2 questions pour terminer, Gabriel Attal. Est-ce qu'il faut interdire l'écriture inclusive dans tous les documents administratifs ? C'est ce que propose une soixantaine de députés, aussi bien de la majorité que des Républicains. Est-ce que le gouvernement est favorable à une telle interdiction ? Vous savez que Édouard Philippe avait pris une circulaire en 2017 sur ce sujet. Pour recommander ? Oui, pour recommander. Moi, je vais vous dire, je suis membre du gouvernement, je vois passer énormément de documents officiels, de documents administratifs. Je crois que je n'ai jamais vu, ou très rarement vu, de l'écriture inclusive. Est-ce qu'il faut formellement l'interdire ? Dans ces documents. Il faudrait déjà voir si c'est vraiment utilisé dans les documents officiels. Je comprends de ceux qui ont signé la pétition, en tout cas j'ai regardé, qu'ils souhaitent lancer le débat. Moi je ne suis pas... Vous êtes pour ou contre ? Moi je ne suis pas fan de l'écriture inclusive. Je le dis, et j'ai notamment été convaincu sur ce sujet par des personnes qui travaillent avec les personnes en situation de handicap, les personnes dyslexiques et dyspraxiques, qui disent que c'est très compliqué pour elles lorsque les choses sont écrites en écriture inclusive. Mais bon, voilà, encore une fois, je ne suis pas certain que ça soit aujourd'hui utilisé beaucoup dans des documents officiels. Dernier point, question courte, réponse courte. L'amendement du gouvernement qui visait à introduire le vote par anticipation a été rejeté hier par le Sénat. Est-ce que vous êtes déçu et est-ce que vous allez essayer de le réintroduire dans un autre texte ? D'abord, l'objectif, et c'était un engagement de campagne du président de la République, c'est de généraliser le vote électronique, comme le font de très nombreux pays et même des villes en France. Je suis élu notamment d'ici les Moulineaux de Boulogne. Il y a du vote électronique sur des machines. Cela montre une nouvelle fois que les oppositions ne souhaitent pas porter des innovations démocratiques. À chaque fois qu'on souhaite en porter, quand on souhaite... Ça s'est fait un peu à la dernière minute. Quand on souhaite réformer le CESE, le Conseil économique, social et environnemental, pour qu'il soit plus représentatif de la société française, pour systématiser les conventions citoyennes avec des Français tirés au sort qui peuvent donner leur avis sur des questions, les oppositions, le Sénat, votent contre. Quand on propose d'avancer vers la généralisation du vote électronique, ils votent contre. Il y a une vision conservatrice de la démocratie qui ne souhaite pas s'interroger sur... On regardera. Je sais, il y a une navette parlementaire avec une règle de l'entonnoir, comme on dit. Je ne sais pas si on peut le faire revenir dans ce texte, mais évidemment, on laisse toutes les portes ouvertes. Merci beaucoup, Gabriel Attal. C'est à vous, Damien. Bonne journée.